Chaque jour à marée basse, les femmes de Padjé travaillent les pieds dans l'eau. Elles cultivent et récoltent leurs algues avant que tout ne soit recouvert sous plusieurs mètres d'eau. Les pêcheuses d'algues de Zanzibar font de la culture des algues rouges une source de revenus. Ces bouquets d'algues sans racines n'ont besoin que de gaz carbonique, de la chaleur tropicale des eaux de l'océan Indien et de la lumière du soleil pour décupler leur poids en un mois seulement. La première question porte sur la distance entre les piquets. Normalement, la distance entre deux piquets est de 40 à 50 cm. Et il y a une vingtaine de centimètres entre deux touffes d'algues. Pour mesurer, les femmes font comme ça, avec leurs mains. Flower M. Souya est biologiste. Elle s'est spécialisée dans les macro-algues et présente ce type particulier de culture à des étudiants américains. Elle insiste notamment sur la grande richesse des algues en protéines, en iode et en minéraux, sur la réussite biologique de ce végétal lié aux origines de la vie sur Terre et sur son rôle à l'échelle locale dans la lutte contre la pauvreté. Flower est née au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Elle sait que pour atteindre son but, il faut des trésors d'endurance et de volonté. À Unguja, l'île principale de Zanzibar, 62% du sol est de nature corallienne. On ne peut même pas cultiver de céréales. Si on prend un village comme Padjé ou Kidoti, on se rend compte qu'avant, les gens n'avaient pas vraiment le choix. Comme dans le reste de la région côtière, les femmes restaient à la maison. Elles attendaient que leur mari rentre du travail en faisant la cuisine et le ménage. Mais quand elles se sont lancées dans la culture des algues, elles sont enfin sorties de chez elles pour gagner de l'argent et ont pu elles aussi subvenir aux besoins de leur famille. Ça a été l'une des premières activités qui ont fait sortir les femmes de leur maison. L'archipel de Zanzibar fait partie de la Tanzanie dans l'est de l'Afrique. Il se trouve à seulement 40 km des côtes. C'est un véritable paradis tropical. L'activité agricole se concentre à l'ouest de l'île principale. Autrefois, l'archipel était le plus grand producteur de clous de girofle du monde. Les boutons floraux sont récoltés avant l'éclosion. Zanzibar exporte également de la cardamome, de la vanille et du poivre. Autre épice produite à Zanzibar, la cannelle. Pour la récolter, on prélève sur l'arbre des lamelles d'écorce. Celles-ci se reconstituent rapidement. Zanzibar et ses paysages paradisiaques. Mais derrière la carte postale, il y a l'histoire. Jusqu'au début du XXe siècle, cet archipel de l'océan Indien était une plaque tournante du commerce des esclaves et de l'ivoire.
Plus de 600 000 Africains noirs ont été emmenés à Zanzibar par des chasseurs d'hommes pour y travailler dans des plantations ou être vendus en Inde et dans les pays arabes. À l'époque, Zanzibar était sous domination des sultans d'Oman et leur richesse était sans limite. L'archipel compte aujourd'hui 1 200 000 habitants. La plupart vit avec moins de 2 $ par jour. Depuis l'effondrement du prix des épices, la pauvreté et le chômage sont parmi les plus grands fléaux de l'archipel. Céréales, sucre et riz, presque tous les aliments de base sont importés du continent. Pour survivre, les habitants des côtes ne peuvent plus guère compter sur la pêche, en raison de la surpêche, du réchauffement climatique et des ravages de la pêche à la dynamite. Les plus grands espoirs reposent désormais sur 2 secteurs d'activité récents dans l'archipel, le tourisme et la culture des algues. À Zanzibar, la culture commerciale des algues rouges a commencé il y a une bonne vingtaine d'années. Elle est essentiellement destinée au marché américain, français et danois. Zanzibar exporte des algues sauvages depuis longtemps, mais la production a diminué et le gouvernement a voulu relancer le secteur. Il a envoyé 3 personnes aux Philippines pour qu'elles y étudient les techniques de l'algoculture. Ainsi, des projets pilotes ont été lancés dans des endroits où les gens étaient très pauvres. Et du coup, tout le monde s'y est mis. Au début, la culture des algues ne faisait pas l'unanimité chez les habitants du littoral. Trop de temps investi pour de faibles revenus, au goût des hommes notamment. Les femmes, elles, ont tenu bon. Aujourd'hui, le secteur est presque uniquement une affaire de femmes. Kidoti, sur la côte nord-ouest de l'île. Les pêcheuses d'algues rejoignent la marée descendante. Le sol de ce biotope, qui vit au rythme des marées, est recouvert de coraux fossiles. Régulièrement, Flower délaisse la recherche et son laboratoire de Zanzibarville pour aller sur le terrain et donner des conseils pratiques aux femmes. Elle a passé une grande partie de sa vie à étudier l'univers mystérieux de ces algues, d'abord en Tanzanie, puis en Finlande et en Israël. Je viens de leur expliquer que pour que les algues soient de bonne qualité, il faut qu'elles soient tout le temps sous l'eau. Quand elles sont exposées à l'air, elles se décolorent. Je leur ai donc expliqué qu'il fallait planter les algues aux endroits immergés en permanence. À Zanzibar, on travaille essentiellement sur 2 types d'algues rouges, Eucheuma spinosum et Eucheuma cottonii.
Les premières boutures ont été importées des Philippines. Jusqu'ici, toutes les tentatives de cultiver des espèces indigènes ont échoué. Si l'investissement financier est minime, le travail est pénible et la récolte fragile pour différentes raisons. Cela va des tempêtes qui arrachent les algues aux nombreux animaux marins qui viennent s'en nourrir. Les oursins notamment. Le moindre contact avec leur piquant peut être extrêmement douloureux. Les oursins adorent les algues. S'ils s'attaquent à un champ, ils peuvent le dévorer entièrement. Après, on ne retrouve que les lignes, sans rien dessus. Et la récolte est perdue. Même chose pour les étoiles de mer. Elles se mettent sur les algues, les recouvrent et les mangent. Avec ses maisons en pierre de corail, Stone Town est le plus beau quartier de Zanzibarville et figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son architecture porte l'empreinte d'influences européennes, arabes, asiatiques et bien sûr africaines. Elle témoigne de l'éclat et de la prospérité passée de l'ancienne ville coloniale. Le centre historique est la porte d'entrée et le poumon économique de l'archipel. Son port accueille ferries et cargos venus du continent. On y trouve aussi l'Institut d'océanographie de l'Université de Dar es Salaam. C'est ici que se trouve le laboratoire de Flower. Plusieurs fois par jour, au moment de l'arrivée des bateaux, les rues du centre sont totalement bloquées par des flots de passants et de marchandises. Pour les membres de l'Institut d'océanographie, la culture des algues est liée à la protection de l'environnement, de la biodiversité et des récifs coralliens. Certains scientifiques soupçonnent la culture des algues de perturber le fragile écosystème des bancs de coraux. De son côté, Flower veille à ce que les conséquences d'une telle exploitation sur le milieu marin soient sous contrôle. Quels sont les facteurs environnementaux qui favorisent la croissance des algues ou à l'inverse la freinent? Quelles propriétés les algues doivent-elles avoir pour convenir aux acheteurs? Les chercheurs sont confrontés à de nombreuses questions, en laboratoire comme sur le terrain. Jusqu'à présent, la récolte varie en fonction des saisons. À la saison chaude, entre décembre et février, les algues ne poussent presque pas sur la grève. Et quand il pleut beaucoup, notamment pendant la longue saison des pluies, les algues se décolorent et deviennent blanches. Il y a aussi le problème de ces algues parasites, faites de filaments très fins. Quand elles envahissent les plantations, la récolte est perdue. Je suis chercheuse, mais je n'aimerais pas que les résultats de mes travaux restent posés sur un bureau ou enfermés dans des tiroirs. Je veux qu'ils servent à quelque chose et qu'ils aient une application pratique pour les communautés villageoises.
Petit à petit, cet aspect très pratique de mon travail commence à être reconnu. La coopération entre les biologistes et les pêcheuses d'algues porte ses fruits. Dans tous les villages côtiers où il n'était pas possible de vivre de l'agriculture, les habitants se sont mis à la culture des algues. Au début, le plus important, c'était de faire comprendre aux femmes qu'il fallait prendre cette activité au sérieux. Quand elles s'y mettent, elles doivent cultiver des quantités suffisantes si elles veulent que ce soit rentable. Sinon, elles ne voient pas l'intérêt et elles se découragent. À Zanzibar, il y a déjà 20 ans qu'on pratique l'algoculture. Aujourd'hui, près de 10 000 femmes cultivent les algues rouges et leur nombre ne cesse d'augmenter. Sur le plan économique, la culture des algues est une très bonne chose, en particulier pour les femmes. Aujourd'hui, pratiquement toutes les femmes de la région littorale cultivent leur propre champ d'algues. C'est une activité qui génère du revenu. Avant, les femmes dépendaient entièrement de leur mari. Maintenant, elles ont leur propre revenu. Elles cultivent les algues, elles les vendent, et avec cet argent, elles peuvent subvenir à différents besoins. D'une certaine manière, la culture des algues les a libérées. Oui, on peut dire qu'elles sont libres. Les origines de l'algoculture remontent à la fin du 19e siècle, lorsque des chimistes irlandais ont découvert le moyen d'extraire des algues rouges, un produit naturel aux propriétés fantastiques, le carragénane. Il y a longtemps qu'il est présent dans de nombreux produits alimentaires et pharmaceutiques, sans que la plupart des consommateurs ne s'en doutent. Dans les médicaments, le dentifrice, le beurre, le pain ou la charcuterie. Non seulement le gel miraculeux retient l'humidité, mais il a aussi des propriétés collantes, liantes et gélifiantes. Il donne également aux algues leur élasticité et leur permet de supporter les assauts des vagues sans se briser. Afin que leurs précieuses vertus soient bien conservées, les algues sont séchées sitôt cueillies. Elles perdent alors plus de 2/3 de leur poids. Au point de collecte du village, les algues séchées sont vendues à des représentants de sociétés commerciales tanzaniennes. Le prix qu'en obtiennent les femmes varie en fonction de l'espèce d'algue et de la situation du marché mondial.
Actuellement, les pêcheuses touchent 160 shillings tanzaniens par kilo de spinosum, soit un peu moins de 10 centimes d'euros. Pour avoir une chance de sortir du cercle vicieux de la pauvreté, d'échapper à la dépendance familiale ou à la violence, les femmes doivent gagner de l'argent. Dans les villages de pêcheurs de l'Est et de l'Ouest de Zanzibar, le développement de ce nouveau secteur économique a entraîné des progrès tangibles. Les femmes voient leur niveau de vie augmenter et sont mieux reconnues socialement. Les familles ont plus d'argent, elles peuvent mieux se nourrir et souvent mieux se loger que par le passé. Dina Oussiali est pêcheuse d'algues depuis 20 ans. Elle a élevé 8 enfants. À présent, elle s'occupe de 2 de ses petits-enfants et de son mari, qui après une grave maladie n'est plus en mesure de travailler régulièrement pour subvenir aux besoins de sa famille. Au début, la culture des algues ne rapportait vraiment pas grand-chose. Mais peu à peu, les clients ont augmenté leurs tarifs. Pas beaucoup, mais ça suffisait pour nous permettre d'acheter des produits de première nécessité, comme des vêtements et de la nourriture. Le revenu des femmes dépend aussi de leur âge et de leurs conditions physiques. À la longue, l'eau de mer abîme les os et la peau. Les champs d'algues sont à plusieurs kilomètres des villages. Avec les années, le chemin devient difficile à parcourir. À 51 ans, Dina ne gagne plus que l'équivalent de 400 € par an. Les jeunes atteignent souvent plus du double. Dina continuera à travailler tant que son corps le lui permettra. Autrefois, les habitants des régions côtières avaient peu de chances de trouver un emploi et la plupart des jeunes partaient chercher du travail dans la capitale ou sur le continent. Aujourd'hui, la culture des algues aide les villageois à vivre et à travailler dans l'archipel. Elle a considérablement réduit la pauvreté des insulaires. C'est grâce aux revenus supplémentaires issus de l'algoculture que la communauté villageoise a pu construire l'école maternelle de Kidoti, une réalisation dont les pêcheuses d'algues sont particulièrement fières. Les pêcheuses d'algues peuvent acheter des vêtements pour elles et leurs enfants. En unissant leurs efforts, certaines réussissent même à construire des écoles maternelles. L'algoculture leur permet de faire beaucoup de choses qui étaient hors de leur portée.
Pour avoir une chance de poser un regard différent sur le monde et les choses, il faut savoir lire et écrire. À Zanzibar, l'éducation est un droit. Mais pour les filles, c'est toujours moins évident que pour les garçons. L'école maternelle de Kidoti est un lieu accueillant et porteur d'espoir. Stone Town est le centre historique de Zanzibar-Ville. Le muezzin appelle les croyants à la prière, réunis dans l'islam, toute ethnie confondue. Dans le labyrinthe de ces ruelles étroites et tortueuses, on perd facilement ses repères. Le soir, les hommes du quartier se retrouvent sur les places pour boire un verre et regarder la télévision. Non loin de là, de délicieux fumets de grillades flottent dans l'air marin. Chaque soir, une multitude de cuisiniers proposent toutes sortes de spécialités locales en plein air. Mais malgré leur teneur élevée en vitamines, les algues n'ont pas encore conquis la cuisine locale. On sait pourtant que les algues rouges représentent un immense potentiel de développement pour l'archipel. Flower et l'exportateur Roger Moret en sont pour leur part convaincus. La précieuse récolte est déjà utilisée dans l'industrie alimentaire, pour l'alimentation animale ou comme engrais naturel. Et les vertus curatives des substances présentes dans les algues intéressent de plus en plus la médecine et les industries cosmétiques et pharmaceutiques. Ici, on cultive 2 espèces, mais surtout le spinosum, parce que l'autre, le cotonie, ne pousse pas bien à Zanzibar. Le cotonie est surtout utilisé pour l'alimentation et le spinosum pour les usages médicinaux et cosmétiques. La Seaweed Company exporte 5000 tonnes d'algues séchées par an, soit environ 17% de la production totale de Zanzibar. La majeure partie du matériau brut utilisé en Europe et en Amérique vient de Zanzibar. Les algues philippines ou indonésiennes les intéressent moins parce que celles qui viennent de Zanzibar sont plus sèches et plus propres. Elles contiennent peu de sable et de sel. Nos algues sont vraiment de première qualité. Pour le transport par conteneur, les algues passent au compacteur afin d'obtenir des balles de 100 kg chacune. Les affaires tournent, mais ce n'est pas suffisant. La biologiste et l'exportateur se heurtent toujours au même problème. La production d'algues progresse d'année en année, mais le marché mondial est imprévisible. En ce moment, les ventes de spinosum stagnent, alors que la demande de cotonie s'envole. Or, on ne parvient pas à faire pousser cette dernière variété à Zanzibar. Tuangalie nutrients zilizopo hapa ili tuweze kujua
Flower et ses collègues ont encore du mal à expliquer ce phénomène. Jusqu'à présent, l'analyse des prélèvements d'eau de mer ne leur a pas apporté de réponse claire. La zone découverte à marée basse serait-elle impropre à la culture de la variété cotonie? Une autre hypothèse avancée par les chercheurs serait la présence de maladies ou de défauts génétiques non encore identifiés. Ce que nous savons, c'est qu'à marée basse, les algues sont exposées à des températures élevées et que les fortes pluies de mousson altèrent la salinité de l'eau. Nous pensons que ces variations soudaines des paramètres environnementaux jouent un rôle dans le dépérissement des cotonilles. Les espoirs des chercheurs se tournent maintenant vers des zones non explorées et situées en eau plus profonde. Les bouquets d'algues sont accrochés à un système de cordes qui descend jusqu'à 6 mètres de profondeur. Cette technique de culture en pleine mer présente un avantage. Les champs d'algues sont fixés à un système de cordage et de pierres, et non à des pieux de bois. Il n'est plus nécessaire d'abattre des arbres pour cela. Notamment la mangrove, un biotope aussi précieux que fragile, que les océanographes de Zanzibar cherchent à préserver. Les expérimentations confirment que l'espèce cotonii pousse mieux en pleine mer que dans les eaux peu profondes. Sans doute parce que les algues y sont moins exposées au rayonnement solaire. Mais la technique comporte aussi des inconvénients. Pour se rendre au champ et en revenir, il faut des bateaux et des plongeurs. Même dans les familles de pêcheurs, c'est loin d'être une évidence. On dit toujours que quand on veut, on peut. Si nous voulons que les paysans gagnent mieux leur vie et que la culture des algues ait un avenir à Zanzibar, nous devons innover. Nous, c'est-à-dire les chercheurs, les instituts de recherche, le gouvernement, les grossistes, tout le monde souhaite que la Tanzanie produise ces précieuses algues grâce à la culture en eau profonde. Mais il faut aussi innover au niveau industriel et fabriquer nous-mêmes différents produits à base d'algues pour rester dans la course. En été 2008, Flower et les pêcheuses d'algues se sont lancées dans un projet ambitieux. Le travail des femmes est plus rentable si elles peuvent elles-mêmes transformer les précieuses substances naturelles que renferment les algues et les commercialiser.
Une fois de plus, les pêcheuses d'algues de Zanzibar font preuve de leur audace et de leur volonté. Avec 3 autres villages de la côte ouest, les femmes de Kidoti ont formé une coopérative. Son nom, Tusivemoyo, signifie « Nous ne devons pas perdre courage », une référence à l'époque de l'esclavage. Ainsi, les pêcheuses d'algues conservent une partie de la récolte pour fabriquer du savon et d'autres produits cosmétiques de qualité. Dans le séchoir solaire, les algues deviennent dures et cassantes. Elles sont donc plus faciles à broyer. L'objectif premier est d'obtenir une poudre. L'outillage est rudimentaire, mais pour les villageois, c'est un premier pas vers l'indépendance par rapport au marché des matières premières et de ses fluctuations. De tous les programmes consacrés au développement de l'industrie locale en Afrique de l'Est, le projet Zanzibar Seaweed Cluster est celui qui fonctionne le mieux. Il est soutenu par plusieurs organismes internationaux. En mélangeant aux algues bienfaisantes de la soude et de l'huile de coco, on obtient une bouillie épaisse que viennent parfumer des huiles essentielles de cannelle ou de citronnelle. La pâte durcit pendant la nuit et se découpe facilement dès le lendemain. Zanzibar est une île et les terres arables y sont peu nombreuses. Mais nous bénéficions d'avantages géographiques qui représentent autant d'attraits pour le tourisme. Actuellement, le tourisme est d'ailleurs en plein essor. Mon rêve serait de créer une synergie entre le tourisme et la fabrication de produits locaux. Nous pouvons valoriser les algues, les transformer sur place et les mélanger à des lotions. Cela donnera de bons produits qui pourront être vendus aux hôtels. Mon rêve, c'est que le tourisme, l'artisanat et l'agriculture puissent se développer parallèlement et que nous arrêtions d'être aussi tributaires des importations. Les pêcheuses d'algues rêvent elles aussi de vendre leurs produits aux établissements de tourisme, et notamment aux centres de beauté et de bien-être qui poussent tout le long de la côte. Pour le moment, la plupart des produits cosmétiques viennent du Kenya et de Thaïlande. Avec la culture des algues et leur transformation sur place, le rêve d'un avenir meilleur en harmonie avec la nature prend forme concrètement.
Je suis parfois frustrée quand les choses ne vont pas assez vite, quand nous voulons que les ouvriers fassent quelque chose et que ça n'avance pas. Quand nous avons commencé la culture en pleine mer, nous avons quitté le site. Puis le vent est arrivé de nulle part et a tout arraché. À notre retour, il n'y avait plus rien. Ça aussi, c'est frustrant quand ça arrive. Mais à l'inverse, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de voir que les pêcheuses d'algues mettent le résultat de mes travaux de recherche en pratique et qu'elles sont capables de fabriquer elles-mêmes des produits de grande qualité à base d'algues. Les différents acteurs de notre programme sont les instituts de recherche, le gouvernement et le secteur de la production et de la commercialisation, c'est-à-dire les pêcheuses et les grossistes. Cette étroite coopération entre les différents pôles est une grande force et j'en suis heureuse, car c'est ce qui nous permet de continuer. Une réussite made in Zanzibar. Sur les côtes du petit archipel de l'océan Indien, les pêcheuses d'algues démontrent qu'avec peu de moyens, on peut changer beaucoup de choses.